Les chrétiens du monde célèbrent aujourd'hui la montée de Jésus-Christ au ciel. Nos reporters étaient à la paroisse Saint-Joseph-Époux dans la commune d'Abobo. Les Sahraouis créent le Polisario, mouvement armé qui revendique un État indépendant dans le Sahara occidental le 10 mai 1973. Nous reviendrons sur la fondation du Polisario dans l'éphéméride. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. La montée de Jésus-Christ de Nazareth est célébrée aujourd'hui dans le monde par les chrétiens. Il a promis à aller préparer une place au ciel pour ceux qui auront cru en lui. Nous Sangaré s'est rendu dans 2 églises de la commune d'Abobo pour voir comment les fidèles chrétiens commémorent l'événement. Fête chrétienne célébrée 40 jours après la Pâque. L'Ascension marque la montée du Christ au ciel après sa résurrection et la fin de sa vie terrestre. À la paroisse Saint-Joseph-Époux de la commune d'Abobo, cette élévation du Christ au ciel a été célébrée dans le recueillement et la ferveur. Après la résurrection du Christ, il a vécu pendant 40 jours avec les disciples, en se montrant à ses disciples, en leur donnant la force, en leur donnant la joie, pour que cette joie puisse être en eux, pour eux aussi aller proclamer la bonne nouvelle du salut. Chaque chrétien doit savoir que le Christ est venu, il s'en va et avec l'Esprit Saint, nous resterons toujours. Il est avec nous. Certes, le Christ est monté au ciel, mais il n'abandonne pas pour autant les hommes. Il leur envoie l'Esprit Saint et intercède sans cesse en leur faveur auprès de Dieu l'Omnipotent. C'est pourquoi le père Seka, curé de la paroisse Saint-Joseph-Époux d'Abobo, a dans son homélie invité les fidèles chrétiens à vivre la manifestation de l'Esprit Saint et surtout à cultiver les idéaux de paix et d'amour. J'en appelle donc à l'unité de toute la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire connaisse l'exaltation. J'en appelle au pardon, à la réconciliation des frères et sœurs, des hommes de bonne volonté de tout ce pays, que nous abandonnions les chemins de la guerre, les chemins de la désillusion pour tous connaître l'élévation du Christ par la justification de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, l'ascension c'est pour nous aussi, c'est pour les hommes, les femmes qui cherchent Dieu. Oui, l'ascension c'est pour toute la nation de la Côte d'Ivoire en regardant vers le ciel, en désirant les biens célestes. Les chrétiens catholiques de la paroisse Saint-François-Xavier de la commune d'Abobo ne sont pas restés en marge de cette célébration de la montée de Jésus au ciel. Louanges, messes d'action de grâce étaient au menu de cette célébration. 10 jours après l'Ascension sera commémorée la Pentecôte, une fête qui marque la venue du Saint-Esprit sur les apôtres de Jésus et les autres personnes présentes avec eux. Le reportage de nous Sangaré était commenté par Dangui Dangui. 13 000 immigrants ivoiriens sont arrivés sur les côtes italiennes selon l'ambassade d'Italie en Côte d'Ivoire en décembre 2016. Mais tous ceux qui se sont embarqués dans cette aventure n'ont pas eu cette chance. Beaucoup ont perdu la vie en mer. Ces immigrés sont à la recherche de meilleures conditions de vie ou de travail en oubliant que ces conditions ne sont pas forcément meilleures ailleurs. L'ONG Réseau Ouest-Africain de lutte contre l'immigration clandestine fait de la sensibilisation de proximité son credo en vue de dissuader les candidats à l'immigration clandestine. Partir à la recherche d'un Eldorado sur la route de tous les dangers, le désert et la mer. Ils sont de plus en plus nombreux à emprunter ces chemins pour atteindre l'Europe. Du 1er au 31 décembre 2016, 13 000 immigrants ivoiriens sont arrivés sur les côtes italiennes selon l'ambassade d'Italie en Côte d'Ivoire. Selon la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, les départs sont organisés chaque semaine dans la ville de Daloa. Et les raisons évoquées pour le départ vers cet Eldorado incertain sont multiples. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Vous savez, nous sommes en Côte d'Ivoire, le travail n'est pas excessivement comme ça. Donc si vous avez des amis déjà qui sont en Tunisie, peut-être en Libye ou au Maroc, voilà, ils vous motivent à aller vivre dans ces pays avec eux. Mais sachant qu'on ne vous dit pas la vérité exactement. Une fois que vous arrivez là-bas, vous partez découvrir d'autres réalités qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vous dit au téléphone. Un jour, j'étais là, je vois ma fille, elle rentre, elle sort, elle prend des papiers, elle allait prendre des photos, des images. Je n'avais rien compris. Et puis un jour, je l'ai approché, je dit, mais au juste, qu'est-ce que tu fais? Tu reçois des coups de fil avec un groupe de 8 personnes, des jeunes filles de son âge. Quand je lui ai demandé de me dire la vérité, elle dit que c'est une dame, une tante qui veut les faire partir au Koweït. Ça a été comme une dispute entre nous. Et en tant qu'une maman, quand tu t'assois, quand tu réfléchis, vraiment, tu vois que la fille est exposée à tout.
Elle peut aller faire la prostitution, les travaux forcés, elle peut faire n'importe quelle chose. Parce qu'elle n'est plus elle-même, elle n'est pas partie d'elle-même. Bien que des campagnes de sensibilisation soient menées sur le territoire national pour freiner ce flux migratoire, le phénomène demeure et la situation devient inquiétante. L'ONG Réalique, Réseau Ouest africain de lutte contre l'immigration clandestine, se lance dans une campagne de sensibilisation de proximité pour démotiver de potentiels candidats. Partout il y a des chômeurs, partout il y a la pauvreté. Nous disons que il n'y a pas de raison pour que ces braves valides-là fuient leur continent, notamment la Côte d'Ivoire. Il faut impliquer toute la communauté. La cellule familiale, il y a une pression familiale qui est faite sur celui qui va en quête de travail. Et donc nous disons, nous allons agir à la racine à travers la sensibilisation de proximité. Pour nous, ça aura un impact. C'est vrai que ça ne peut pas disparaître, mais l'objectif c'est de réduire de façon significative ce phénomène-là. Le démantèlement des réseaux de passeurs et la réponse à la question de l'employabilité des jeunes pourraient fortement contribuer à la lutte contre l'immigration clandestine. À partir du 11 juillet 2018, les abonnés de téléphonie mobile qui ne se seront pas fait réidentifier vont perdre leur numéro de téléphone. Et près de 10 millions d'abonnés sont concernés, mais dès demain 11 mai, ils pourront aller se faire réidentifier. Lansine Bakayoko. Après 2 prolongations successives, l'opération de réidentification des abonnés à la téléphonie mobile s'est finalement achevée le 30 avril 2018. Pour les pouvoirs publics, il est maintenant temps de passer à la phase des sanctions. À compter de ce 11 mai 2018, les abonnés qui ne se sont pas fait réidentifier seront mis en réception simple, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus passer d'appel, ils ne pourront qu'en recevoir. Et ils sont environ 10 millions, ces abonnés qui traînent encore les pieds, soit 30% des 32 millions attendus. Mais les numéros qui seront mis en mode de réception pourront normaliser leur abonnement en se faisant réidentifier dans la période allant du 11 mai au 11 juillet 2018, délai de rigueur. Passé ce 11 juillet, ils vont être dans le processus de résiliation. Ça veut dire qu'ils vont perdre leur numéro. Imaginez un peu ces abonnés qui sont accrochés à leur téléphone mobile pour faire des mobile money, par exemple, qui ne peuvent plus le faire. Ça devient dramatique. Donc j'invite ces usagers au téléphone à se mettre en règle pendant la période du 11 mai au 11 juillet. Cette opération d'identification des abonnés à la téléphonie mobile vise à renforcer la sécurité sur les réseaux et systèmes. L'objectif global est de mieux coordonner la protection des personnes et des biens partout en Côte d'Ivoire. Sachez qu'au moins 41 personnes, dont 20 enfants, sont mortes à la suite de la rupture hier soir d'un barrage dans le centre du Kenya. Toute la nuit, les services de secours Croix-Rouge kenyan en tête étaient à pied d'œuvre pour mettre à l'abri les rescapés et récupérer les victimes. Le pays qui sort d'une sécheresse aiguë depuis mars et le début de la longue saison des pluies soumis à de fortes précipitations qui ont entraîné des inondations causant la mort de quelques 170 personnes. Et puis Donald Trump accueille les 3 Américains libérés par Pyongyang, une image forte et chargée en symbole à l'approche de sa rencontre avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Ces Américains avaient été arrêtés en 2015 et 2017 principalement pour espionnage. Ils sont arrivés ce matin même aux États-Unis. Sur la côte ouest de Madagascar se trouvent les plus grandes étendues de mangroves de l'île. Elles servent d'habitat pour les poissons, crabes et crevettes, principale source de revenus des habitants de la région. Mais cet équilibre est menacé par la coupe incontrôlée. Il faut donc replanter la mangrove pour améliorer le quotidien des pêcheurs. Dans la famille de Mam, on est pêcheur de crabes de génération en génération. Un travail qui rapporte avec 300 000 arrières en moyenne par mois, soit près de 80 €. Mam gagne le double du salaire minimum à Madagascar, mais aujourd'hui, son activité est menacée. Avant, il y avait beaucoup de crabes par ici, mais il y en a moins maintenant. À mon avis, c'est à cause du changement climatique. Autrefois, la mer était très loin, mais aujourd'hui, elle se rapproche de plus en plus.
Changement climatique, mais aussi déforestation. Pendant 5 ans, MAM a pratiqué la coupe illégale du bois de mangrove qui sert d'habitat aux crabes et aux poissons. Pendant la haute saison, c'est facile d'attraper des crabes, mais pendant la basse saison, c'est très difficile. Alors il fallait trouver une autre source de revenus. En dehors du village, il y a des gens qui achètent du bois de mangrove pour construire des maisons. À l'époque, je coupais le bois pour le revendre à ces gens. La mangrove est surtout utilisée dans la construction de cases ou comme bois de chauffe. Ici, les palétuviers ont été totalement détruits. Cette déforestation peut avoir de graves conséquences sur l'environnement. Ça favorise l'érosion de cet endroit parce qu'il n'y a plus de mangroves et ça favorise aussi la montée des eaux de la mer à l'intérieur de terre parce qu'il n'y a plus de barrières. Les mangroves ont un rôle de barrière contre l'érosion, contre les vents forts, comme les cyclones. MAM a totalement arrêté la coupe illégale. Aujourd'hui, avec d'autres villageois, ils reboisent. Dans cette région, 340 hectares de mangroves ont été replantés au cours des 6 dernières années. Les Sahraouis créent le Polisario le 10 mai 1973, un mouvement armé qui revendique un État indépendant dans le Sahara occidental occupé depuis la fin du 19e siècle par l'Espagne. Ce territoire n'était pas considéré comme autonome. Après la marche verte, le front organisera une lutte armée contre le Maroc et la Mauritanie. L'ONU mettra un terme à la violence en imposant un cessez-le-feu. C'était en 1991, une mesure qui ne mettra pas fin au conflit. Montons dans la machine à remonter le temps pour comprendre. Le 10 mai 1973, les Sahraouis créent le Polisario. Le Front Polisario ou Front populaire de libération de la Sagia El Amra ou du Rio de Oro fut connu aussi sur le nom de Frelisario. Le mouvement armé revendique un État indépendant dans le Sahara occidental, alors sous contrôle espagnol depuis la fin du 19e siècle. Après le retrait de l'Espagne du territoire et son occupation par le Maroc et la Mauritanie, le Polisario réplique en formant la République arabe démocratique du Sahraoui. L'occupation du territoire par le Maroc le 31 octobre 1975 déclenche une guerre. Soutenue par l'Algérie et la Libye, le Polisario entame la guerre le 27 février 1976 avec 15 000 hommes bien armés et motorisés face aux 150 000 de l'armée marocaine. Le Polisario force la Mauritanie à se retirer de la région en 1979. Le Maroc résiste et construit même un mur de protection de plusieurs centaines de kilomètres avec des tours d'observation. Une guerre d'usure s'ensuit, mais le Polisario connaît un déclin. Il perd le soutien de l'Algérie et de la Libye en 1984. Un accord de cessez-le-feu sous l'égide des Nations Unies est finalement conclu en 1988 et prend effet en septembre 1991. La MINURSO est chargée de surveiller le cessez-le-feu et d'organiser un référendum relatif au futur statut de ce territoire. La guerre fut coûteuse, elle a duré 16 ans et a fait 7 000 morts du côté marocain et 4 000 au sein du Polisario et 155 000 réfugiés à la frontière algérienne. Malgré les efforts diplomatiques soutenus, la question du Sahara occidental demeure en suspens. Le 27 avril 2018, le mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental prorogé jusqu'au 31 octobre 2018, soit 6 mois au lieu d'1 an habituellement. La résolution 2414 réaffirme le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et appelle les deux parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, à des négociations sans conditions préalables et de bonne foi. Le Conseil de l'ONU rappelle à ses membres la nécessité de favoriser une solution politique juste, permanente et acceptable par les deux parties, garantissant au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination. Voilà, c'est la fin de ce journal. Portez-vous bien.